Au niveau de préparation, je pense que nous sommes déjà plus ou moins prêts pour faire dérouler le CEP 2024 dans notre département. Il faut dire qu'il y a de cela 3 semaines, nous avons effectué les visites au niveau des centres d'examen pour vérifier l'état des salles de classe qui vont servir et qui vont accueillir les apprenants. Et en dehors de ça, et vérifier également l'état des cours et voir quels sont les cours inondables et pour pouvoir solliciter l'aide de la mairie en son temps. Et on a également, il y a le ministère qui a organisé les séances de renforcement de 2 semaines qui ont pris fin tout récemment, le 18 dernier. Mais les renforcements continuent toujours avec les enseignants qui tiennent ces classes-là. Il y a également la mairie qui a organisé des TD qui ont démarré, et bientôt ça fait 1 mois, dans notre département ici, et qui sont bien suivis, puisque nous faisons aussi la supervision pour voir si le travail est bien fait. Donc voilà, et nous avons également la mise en place de l'équipement lourd, le matériel lourd. On a déjà mis en place actuellement, les CCL sont en train de prendre déjà ce qui appartient à chaque circonscription scolaire. Et voilà, là où nous sommes actuellement. Pour ce qui concerne les innovations, il faut dire, nous avons essayé de réglementer un peu le retard. Le retard devient chose vraiment rare au niveau des écoles comme au niveau de la direction départementale, de même qu'au niveau des CS. Il y a aussi les absences non justifiées que nous avons essayé de minimiser à chaque niveau. Après ça, qu'on appelle les directeurs qui prennent de l'argent chez les parents pour inscrire les enfants ou bien pour envoyer les enfants et pour les envoyer à l'examen. Nous avons essayé de faire rembourser un grand nombre cette année pour dire aux autres que cela ne doit plus se passer ainsi, puisqu'on a dit que l'inscription est gratuite. Il faut qu'elle soit vraiment gratuite. Et nous faisons aussi beaucoup de tours sur le terrain pour dire à ceux qui travaillent que nous sommes avec eux. Nous avons en tout et pour tout 17 484 apprenants cette année qui vont composer dans notre département. Et ces candidats seront répartis dans 48 centres. La mairie a l'habitude de nous aider à faire le travail. C'est-à-dire quoi? La mairie utilise ses pompes pour pouvoir éjecter l'eau au dehors déjà à la veille des évaluations pour permettre aux enfants de composer dans de bonnes conditions. Je leur dirais d'être sereins, de réviser bien les cours, puisque nous sommes en période de révision, de reprendre les épreuves qu'ils ont eu à faire au cours des séances de bachotage, des épreuves qu'ils ont eu à faire également au cours des TD organisés par la mairie, et puis facilement ils vont réussir. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Je me rappelle, il y a 7 ans, j'étais dans cette école, 7 ans, au début de l'année 2017, je crois, pour donner quelques éléments du programme d'action du gouvernement. Il y a déjà plus de 7 ans. Mais 7 ans après, qu'est-ce que nous avons fait? En 1960, nous avons eu notre indépendance, n'est-ce pas? Et le chef de l'État est arrivé aux affaires en 2016, donc 56 ans après. Mais depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous qui résidez dans Alada, vous êtes certainement aperçus qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Qui n'a pas vu d'évolution depuis 8 ans ici à Alada? Ça veut dire que beaucoup de gens ont vu la transformation progressive d'Alada
depuis la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement numéro 1 et depuis aussi la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement numéro 2, qui finit dans 2 ans. Mais vous vous rappelez qu'en 2016-2017, quand j'étais passé ici, je vous avais décrit l'état dans lequel le Bénin se trouvait. Parce que c'était le PAG 1. Et on devait se rendre compte que beaucoup de choses restaient à faire. Ce sont ces choses qui restaient à faire que le président Patrice Talon s'est engagé à faire dans les 2 programmes d'action du gouvernement. 1 qui est terminé et 2 qui est en cours et on a déjà fait 3 ans. Si vous regardez la commune d'Alada, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de villages qui ont déjà eu de l'eau. Tout n'est pas fini. Nous reconnaissons la valeur de nos artisans, mais nous reconnaissons aussi leur besoin d'être renforcés. Et pour un capital humain sain, compétitif, il faut l'assurance maladie, mais il faut aussi le renforcement de capacité. Le modèle social pour nous, c'est ça. C'est aider à la formation pour que les personnes puissent se prendre en charge totalement et même prendre d'autres personnes en charge, que les maintenir indéfiniment dans une sorte d'assistance permanente qui n'a pas de sens. Voilà. Seulement sur les cantines scolaires, c'est un programme si important que je ne veux pas laisser un doute sur ce qui se fait là-dessus. Aujourd'hui, dans tout le Bénin, c'est le programme le plus populaire pour les enfants. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, sur 100 enfants qui vont à l'école primaire, il y en a 75 qui mangent avant de l'entrée. Et ça, c'est dans toutes les communes, sauf dans les communes urbaines, dans les agglomérations urbaines, où on est en train d'étudier les modalités de mise en œuvre des cantines scolaires. Donc, c'est un programme, et ça s'applique ici aussi à Alada. Et à la séance, on peut retenir que, à l'entendement du gouvernement, c'est que la conjoncture, elle est internationale, la cherté, elle est mondiale, qu'il n'y a aucun pays qui échappe à cette cherté. Ce qui n'a pas été notre point de vue, parce que nous avons estimé que même s'il y a une cherté globale, internationale, qui frappe tous les pays du monde, il y a quand même que chez nous au Bénin, il y a des facteurs qui ont aggravé cette cherté, des facteurs que nous avons énumérés, et on a sollicité donc le gouvernement. On lui a demandé de voir dans quelle mesure, ou tout au moins les facteurs qui ont occasionné cette cherté, et que le Bénin peut réussir à pallier, qu'il faut quand même faire quelque chose. Il s'agit entre autres de la cherté des péages qui ont doublé de prix, la cherté au niveau donc même de l'énergie électrique, qui est un facteur de production et dont le coût est devenu plus élevé que d'ordinaire, les TVM et autres, la cherté de la communication qui est tassée, tout ça. Et nous avons donc souhaité que le gouvernement puisse revoir un peu la situation à ce niveau pour que les intrants qui entrent dans la production des biens et services dont nous bénéficions dans le pays, on puisse quand même les réduire pour faciliter la tâche à nos citoyens. Bon, nos propositions sont transcrites dans un document que nous avons transmis au gouvernement afin qu'il puisse analyser et examiner nos propositions pour en faire quelque chose de bien pour le bonheur de l'ensemble du pays. Nous avons également proposé que le gouvernement puisse mettre en place un mécanisme susceptible
de soulager les travailleurs, le peuple, en période de soudure des produits vivriers sur le marché. Il s'agit essentiellement donc de l'achat et du stockage des produits alimentaires, des denrées de première nécessité en période de récolte, afin de les mettre sur le marché en période de soudure, et ce qui aura l'avantage de stabiliser les prix et donc de permettre aux citoyens d'avoir ces produits-là à coût relativement réduit. Donc c'est entre autres propositions que nous avons eu à faire au gouvernement pour donc contribuer à soulager les peines des populations. Ce qui doit être fait, que nous en sommes tous rassurés, que nos propositions seront transmises pour examen et analyse. Cela, nous en sommes sûrs et nous sommes positifs. Voilà, nous sommes optimistes que au niveau du gouvernement, quelque chose pourra être fait, parce que tout le monde est d'accord que la situation est difficile à vivre par les citoyens que nous sommes. Donc, nous sommes convaincus qu'ils feront quelque chose. L'Afrique du Sud se prépare activement pour les élections générales historiques de mercredi, alors que des vidéos diffusées au cours du week-end ont soulevé des soupçons sur la transparence du processus. Je pense que dans cette vidéo, il y a une orchestration claire pour miner la crédibilité du résultat. Les vidéos que vous avez vues ce week-end ne sont pas un hasard. Mais il s'agit d'une tentative claire et orchestrée de dire que ces élections n'auraient pas pu être libres et équitables avant même qu'elles n'aient lieu. Au milieu de cette polémique, le directeur de la commission électorale espère que le taux de participation sera assez élevé. Plus de 27 millions d'électeurs au total sont inscrits dans ce pays de 60 millions d'habitants. Nous souhaiterions évidemment et nous préparons une forte participation demain. Désormais, un taux de participation supérieur à celui atteint en 2019 sera satisfaisant. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est pour la première fois confronté à la possibilité de perdre le pouvoir. Plusieurs sondages évaluent son soutien à moins de 50%. À la recherche d'une paix globale et durable au Soudan, l'Égypte abritera en juin une conférence internationale réunissant toutes les forces politiques civiles soudanaises. Depuis 2023, le Soudan est en proie à une guerre civile opposant l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires du général Hemeti. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la volonté égyptienne de déployer tous les efforts possibles pour aider son voisin à surmonter la crise qui a de graves répercussions sur le peuple soudanais et sur la stabilité régionale. Les morts de cette guerre au Soudan se comptent par milliers parmi les civils et la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. À Haïti, le Conseil présidentiel de transition a nommé mardi un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Gary Conille, médecin de 58 ans et précédemment directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Une nomination censée calmer les tensions à Port-au-Prince, contrôlées par les gangs. Gary Conille a déjà été Premier ministre d'Haïti d'octobre 2011 à mai 2012 sous la présidence de Michel Martelly. Il remplace Michel Patrick Boisvert, qui avait été nommé Premier ministre par intérim après la démission par lettre d'Ariel Henry fin avril. Cette nomination très attendue intervient alors que les bandes armées continuent de terroriser la capitale Port-au-Prince, désormais soumise au pillage et des crimes de tout genre. Les Nations Unies parlent d'au moins 310 000 déplacés, dont 170 000 enfants, à cause de la violence imposée par les gangs.
Des rafales de vent qui balaient tout sur leur passage. En Asie du Sud, la météo continue de faire des ravages. De fortes pluies et des vents violents causés par la tempête tropicale Remal ont frappé l'Inde et le sud du Bangladesh. En Inde, une carrière de pierre s'est effondrée en raison de fortes pluies, causant la mort d'une dizaine d'ouvriers. Au Bangladesh, la tempête a provoqué d'importantes inondations et privé près de 30 millions de personnes d'électricité. De nombreuses routes ont été submergées et près de 800 000 personnes ont été évacuées. Les autorités ont ordonné à tous les fonctionnaires de rester sur place. Pendant ce temps, au Pakistan, les températures ont grimpé à plus de 50 degrés Celsius. Les autorités ont exhorté les habitants à rester à l'intérieur et à s'hydrater. Les médecins soignent les victimes de coups de chaleur dans les hôpitaux, tandis que des camps de secours ont été installés pour fournir de l'eau glacée aux habitants. Ces événements extrêmes sont attribués au changement climatique. Les experts prévoient que les températures élevées et les tempêtes continueront d'affecter la région dans les mois à venir. Le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, a été accueilli à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite, la 11e du chef d'État africain en Chine, lui a permis de réaffirmer l'entente des deux pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle. Les deux chefs d'État ont annoncé mardi l'élévation des liens bilatéraux au rang de partenariat stratégique global de coopération. Le chef d'État équato-guinéen avait été en Chine pour la dernière fois en 2018 pour assister au sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a rencontré mardi son homologue soudanais Hussein Awad à Pékin. La capitale chinoise accueillera ce jeudi la 10e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Cette année marquera aussi le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Soudan. À cette occasion, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que son pays soutenait Khartoum dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale et qu'il continuerait à pousser la communauté internationale à créer les conditions favorables au règlement des problèmes au Soudan. Wang a également annoncé que la Chine est prête à travailler avec le Soudan et d'autres pays africains pour accueillir le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le Festival du numérique républicain a débuté ce lundi à Berlin. Le thème de cette édition est « Qui s'en soucie ?», un jeu de mots avec un message sérieux. À la tête de toutes les préoccupations et questions que soulèvent les organisateurs, il y a le thème principal de l'intelligence artificielle. La révolution de l'intelligence artificielle est arrivée. De nombreux outils enrichissent nos vies, mais l'intelligence artificielle conduit également à une concentration du pouvoir entre de moins en moins de mains ou d'entreprises. Et nous devons trouver des moyens de démocratiser l'IA, de la rendre plus axée sur le bien-être, d'y intégrer nos valeurs afin que demain, nous puissions faire confiance à ces systèmes. L'intelligence artificielle peut, selon des participants, créer un monde meilleur si elle est mise en œuvre avec soin. Je pense que nous devons examiner, surtout de notre point de vue, étant donné que je travaille sur un projet de santé, c'est comment la santé et l'IA peuvent-elles être intégrées et comment pouvons-nous, sur le plan éthique, nous assurer que toutes les opportunités qu'offre l'IA contribuent à améliorer la santé des personnes partout dans le monde. Il existe également une grande inquiétude quant au fait que l'IA soit utilisée pour propager la désinformation. En matière de désinformation, surtout les années d'élection, on peut évidemment toujours constater des tentatives visant à saper le processus démocratique et à attiser davantage de haine. Mais l'IA peut aussi avoir un effet positif ici. Nous pouvons simplement aider les modérateurs des communautés et des plateformes à identifier rapidement la haine et à prendre des mesures rapides contre elle, ce qui peut également aider les personnes concernées. Depuis sa création en 2007, Republica s'est imposée comme la plus grande conférence du numérique en Europe. Environ 25 000 personnes y sont attendues cette année. C'est dans cet hôpital de campagne du Corps médical international de Rafah que les blessés d'une frappe israélienne sur la bande de Gaza ont été transportés.
Dimanche, au moins 45 personnes ont été tuées dans le camp de déplacés de Barkassat, où étaient réfugiés les Palestiniens qui ont fui leur domicile pour échapper au bombardement. Lorsque la frappe israélienne a eu lieu, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à la promesse que je leur avais faite de leur acheter des choses aujourd'hui. Je leur avais promis d'aller au supermarché, de faire des courses et de les serrer dans mes bras. Mais malheureusement, je suis ici et ils sont dans un autre endroit. Parmi les morts figurent au moins 12 femmes, 8 enfants et 3 personnes âgées. Dans cette ville meurtrie, les corps brûlés des victimes témoignent de l'atrocité de ces attaques. J'ai vu le cadavre d'un père qui tenait son enfant, âgé d'environ 3 ans. Ils étaient brûlés et carbonisés. Nous ne pouvions pas les séparer. Nous avons donc dû les mettre tous les deux dans un sac mortuaire. C'était très difficile. Alors que les bombardements se multiplient, l'ONU demande une enquête complète et transparente aux autorités israéliennes. Son conseil de sécurité s'est réuni en urgence pour discuter de la situation à Rafah.